Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, en direct de Numérique en commun à Lens. Bienvenue sur le salon Numérique en commun 2022 en direct du Stade Bollaert de Lens et bienvenue sur le stand de la Banque des Territoires, plus que jamais impliqué sur ce sujet de l'inclusion numérique au plus près des territoires. Alors pendant ces 2 jours de salon, nous allons vous donner 6 rendez-vous, 6 émissions de Banque des Territoires, la radio. Nous échangeons notamment sur les différents dispositifs France Service. On va parler modèle économique du numérique inclusif. Nous parlons ruralité et numérique, TPE et numérique. Et tout de suite, parentalité et numérique. Alors ça, c'est un thème sensible. Le numérique, un outil fantastique, mais aussi un outil qui a le pouvoir de creuser des inégalités, parfois de créer des fossés dans les familles, des parents soucieux, dépassés, des enfants isolés, sous-informés, vulnérables. Le débat tourne souvent autour de ces termes et pourtant, les enjeux de la parentalité numérique sont sans doute plus complexes et parfois plus positifs que ça. Les acteurs de terrain sont là pour témoigner, c'est pour ça que nous leur donnons aujourd'hui la parole sur le stand de la Banque des Territoires pour mieux comprendre ce sujet et voir comment l'inclusion, il s'en empare. Nicolas Guichard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission développement numérique du département de la Drôme. Avec vous, on va évoquer bien entendu la politique du département, mais on va aussi aller sur le terrain, au cœur d'une maison pour tous et d'un collège. Avec notre reporter Sonia Gobry, nous serons en direct du salon avec les centres sociaux connectés du Nord-Pas-de-Calais pour découvrir leur approche de ce sujet de la parentalité. Et avec nous également, sur cette émission, Perrine Legal, cofondatrice de Coloris. Bonjour. Alors avec vous, on va parler d'une manière d'acquérir la culture numérique dès le plus jeune âge et sans écran. Et c'est là que c'est fort. C'est le concept pédagogique que vous avez développé avec Coloris. Et on va en parler dans quelques instants. Ça nous intéresse beaucoup, d'autant que vous le mettez en place et vous le développez avec des acteurs publics. Banque des Territoires, la radio. Mais d'abord, je vous propose de nous poser quelques instants pour peut-être éclaircir les termes du débat et peut-être recadrer un peu ces enjeux de la parentalité du numérique. Sur ce sujet, on a consulté l'Open, l'Observatoire de la parentalité numérique, qui a été fondé il y a 7 ans par Thomas Romer pour s'emparer de cette problématique, de la prévention, de la sensibilisation au risque du numérique pour les enfants. L'Open, ce sont des formations, des groupes de parole, des ressources en ligne, des fiches pédagogiques, des articles, des vidéos, des podcasts avec un regard décalé. Puis ce sont aussi des études comme celle menée avec l'Union nationale des associations familiales et Ipsos, parents, enfants et numérique, une photographie détaillée du comportement et des pratiques numériques des familles après la crise sanitaire. Thomas Romer nous livre certains de ses enseignements. Ça ressort vraiment très très fortement, que ce soit dans la prise en compte réelle et factuelle des temps passés. On voit bien qu'entre ce qu'imaginent les parents et ce que vivent les enfants, il y a un énorme décalage, souvent un rapport de 1 à 3. Quand il s'agit de parler des réseaux sociaux, pour 9% des parents, les enfants âgés de 7 à 10 ans se rendent sur les réseaux sociaux. Quand on questionne les enfants, ils nous disent « non, on est juste 3 fois plus ». La théorie se vérifie de manière très empirique, également sur des pratiques que bon nombre de parents souhaiteraient pour leurs enfants. Je pense au fait, par exemple, de lire des livres ou des bandes dessinées. 14% selon les parents des enfants de 7 à 10 ans lisent. Et les enfants nous disent « ah non, on est un peu beaucoup plus » puisqu'ils sont 51% à déclarer le faire. Et c'est la même chose pour l'écoute de podcasts. On voit bien qu'il y a une méconnaissance, mais que nous, on interprète, grâce à tout ce que nous disent les parents quand on va à leur rencontre, par un manque d'intérêt de ce que font les enfants avec ces outils une fois qu'ils ont été équipés. Et on est vraiment au cœur des enjeux de la parentalité numérique selon nous. Le aller plus loin, c'est justement à minima faire ce pas de côté qui va consister à s'intéresser à ce que font les enfants avec ces outils. Ça peut passer pour les tout petits par des temps d'écran partagés, c'est-à-dire faire en sorte que quand on utilise un écran avec un enfant, il y ait un adulte qui soit assis à côté de lui. Mais ça peut aussi passer à l'adolescence par tout simplement poser des questions à son ado. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Avec qui tu discutes ? Pourquoi tu as publié cette photo-là alors que j'avais vu sur ton téléphone que tu en avais fait d'autres ? Mettre en place ce type de questionnement et d'échange, c'est aussi comprendre, qu'est-ce que ces outils apportent pour son enfant, pour son adolescent, dans sa construction identitaire, dans sa socialisation. Et si on ne se pose pas ces questions-là, tout ce qu'on pourra déployer comme accompagnement éducatif à côté sera forcément souvent empreint d'une forme de moralisation et dans le pire des cas de censure, d'interdiction ou de diabolisation des pratiques qui nous échappent.
Quand j'entends pas mal de journalistes qui commencent toutes et tous leurs articles par ces ados ou ces jeunes accros à leurs écrans, moi, de ce que j'observe en prenant ne serait-ce que le TGV très régulièrement pour me rendre partout en France, c'est que je constate un peu plus d'adultes accros à leurs écrans que d'ados. C'est plus facile de faire porter la responsabilité aux jeunes et nous, c'est un petit peu ce qu'on essaie de porter à l'Open, avec beaucoup de bienveillance bien sûr, mais on estime que quand il faut chatouiller la plante des pieds, il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à reconsidérer toutes les politiques publiques en la matière. On oublie vraiment tous les enjeux éducatifs et c'est quand même vraiment dommage parce qu'on sait toutes et tous, il faut arrêter de se mettre des œillères qu'une fois encore, ces écrans sont amenés à rester et à être de plus en plus présents dans nos vies. Thomas Romer, fondateur de l'Observatoire de la parentalité numérique. Politique publique, le mot est lancé, alors je me tourne naturellement vers vous. Nicolas Guichard, chargé de mission développement numérique du département de la Drôme. C'est quoi la politique inclusive au numérique dans la Drôme ? Alors pour le département, bien évidemment, la politique inclusive numérique, c'est surtout d'aller chercher nos bénéficiaires, donc l'ensemble des publics du département. On a vocation à les accompagner pour qu'ils puissent s'insérer dans cette société du numérique. Donc on a déployé énormément d'actions. On a, nous, pris en charge ce sujet à bras-le-corps il y a maintenant 10 ans. On a structuré un réseau de médiation numérique qui vient apporter une première réponse pour accompagner nos publics et plus largement les Drômois. Donc voilà, nous, l'objectif, il est vraiment posé là par nos élus et puis par l'ensemble des directions métiers du département. C'est vraiment d'apporter un réel service à nos administrés pour pouvoir qu'ils soient moins, j'ai envie de dire, qu'ils aient moins de difficultés vis-à-vis de l'administration publique aujourd'hui, qu'ils puissent accéder aux services qui sont en train de se dématérialiser et qu'ils puissent très clairement être autonomes et avoir une culture du numérique, j'ai envie de dire. Quand vous parlez d'un réseau de médiation numérique, vous vous appuyez sur des acteurs locaux ? Oui, le choix qui a été fait sur la Drôme, il a été de lancer différents appels à projets. Donc on a structuré un réseau de médiation numérique. On s'appuie sur des associations et des collectivités dans certains cas. Voilà, aujourd'hui, c'est 25 structures réparties sur l'ensemble du territoire qui, on l'espère, amènent un vrai service de proximité vis-à-vis de nos usagers pour qu'ils puissent avoir un lieu dédié à ça. Et quand on parle parentalité ? Alors, parentalité, de toute façon, oui, le département est forcément impacté par ce sujet-là. De fait, on a la compétence des collèges. Ouais. Et les collèges, comme les collectivités, ils sont amenés de plus en plus à dématérialiser les services. On le voit, nous, avec les questions des bourses, accès aux bourses, et aussi typiquement avec Pronote, un outil qui est utilisé sur notre département qui permet justement de rentrer en contact avec les collèges. Et donc, on a forcément besoin, par ricochet des collégiens, d'aller chercher aussi les parents. Et aussi de les accompagner à s'approprier ces outils et avoir aussi une compétence entre guillemets numérique suffisante pour pouvoir y accéder. Et ça passe par une offre spécifique, des animations spécifiques ? Et ça passe donc par une offre spécifique, tout à fait. On a besoin de mettre en place des ateliers dédiés à ces publics-là. On a la chance, je vous ai dit, d'avoir aujourd'hui 25 structures réparties sur le territoire qui permettent justement de proposer ce type d'atelier, d'accompagner les parents sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, nos médiateurs font un travail énorme, justement, sur ces publics. Mais justement, on est allé dans l'une de ces structures de votre réseau de médiation numérique, la Maison pour tous du Petit Charent. C'est un quartier périphérique de la ville de Valence. Une Maison pour tous, c'est un endroit pour lier du lien social, créer du lien social. Alors, on y retrouve toutes les générations, des parents, des enfants, des grands-parents. On y vient pour des activités, se rencontrer. Et Marie Fave y est médiatrice numérique depuis 2020. Elle a partagé avec nous sa vision de l'inclusion et de la parentalité numérique. Alors, l'inclusion numérique au quotidien, c'est faire en sorte de rassurer les gens. Les personnes qui viennent me voir, souvent elles se présentent comme « je suis nulle en informatique, je ne sais pas faire ». Alors qu'en réalité, quand on les accompagne, il suffit juste de leur dire « oui, il faut cliquer là, oui, il faut faire ça ». Mais vous êtes sûr, je ne vais pas tout casser. Et en fait, c'est réellement ça le vrai enjeu, c'est de les rassurer, de les accompagner. On va faire la démarche une fois, on va la faire 2 fois, la 3e, ça va coincer un peu moins, la 3e, 4e, 5e, et au bout d'un moment, ils y arrivent tout seuls. Et là, ils sont super fiers. C'est vraiment ça l'inclusion pour moi. Alors moi, je les accueille à partir de 8 ans, parce qu'ici, on fait du code club. Et après, on peut aussi les accueillir dans le cadre du classe, qui est de l'aide aux devoirs. C'est de l'aide aux devoirs, donc on fait prioritairement les devoirs, et puis après, on peut s'amuser, faire des jeux, faire plein de choses, apprendre à taper au clavier, apprendre à faire une recherche sur Internet, on peut faire plein de choses. Les parents, on va les attraper sur l'arrivée du premier smartphone. Et comment on fait pour mettre un cadre, pour mettre des règles ? Et est-ce que vous pensez que je peux leur donner l'accès à tel truc ou à tel truc ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous pouvez m'aider ?
Le contrôle parental, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais c'est pas si simple que ça. On a des conditions générales utilisateurs qui sont très très longues à lire et le paramétrage du compte de l'enfant, ça nécessite de lui avoir ouvert son smartphone, d'avoir réfléchi à quel droit on voulait lui donner ou pas. Il faut maîtriser un minimum de conditions générales d'utilisation. Et là, ça devient compliqué. Alors la parentalité, c'est pas une démarche qui est facile parce qu'en tant que, je suis maman aussi, en tant que parent, aller dire à quelqu'un professionnel je suis en difficulté, c'est quand même pas si simple que ça. Donc souvent, ça va être au détour d'autres choses. Je participe beaucoup à d'autres ateliers en transversalité. Par exemple, j'assure des permanences administratives dans un endroit où y a un cours de cuisine. Je vais aller me balader au cours de cuisine, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et puis du coup, on va discuter. Ouais, mais tu sais, ma fille, elle regarde trop ça. Et puis, tu comprends, c'est compliqué. Mais ça vient avec le temps, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait un vrai relationnel avec la personne. C'est compliqué de faire de la parentalité numérique comme ça. Et après, avec le département de la Drôme finance une action qui s'appelle Détox Lymphox, qui nous permet d'intervenir sur les classes de 5e dans les collèges du département de la Drôme. Avec ça, il y a un financement de la CAF qui nous permet de faire des soirées parents. On peut faire des soirées parents autour de « venez élaborer votre charte numérique à la maison ». On peut faire de la conférence, mais après on peut faire des choses plus intéressantes. Et souvent, les parents qui sont en besoin ou en demande, ils viennent nous voir après. Après, dans l'idée, nous, on aimerait bien ici développer encore plus cette partie-là, parce que j'ai la chance d'avoir une éduc qui fait de la parentalité, avec des formules Goût et TikTok, les ados d'un côté qui discutent des comptes qui suivent et pourquoi ils les suivent et qu'est-ce qui pourrait les intéresser, et un côté plutôt parent, où on pourrait échanger sur de quoi vous avez peur. En fait, regardez, ce qu'ils regardent, c'est rien de grave, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes codes, mais en fait, tout va bien. Marie Favre, médiatrice numérique à la Maison pour tous du Petit Charente de Valence. Nicolas Guichard, il faut aller les chercher, les parents ? Il faut aller les chercher, oui. C'est pas simple. Marie l'a très bien expliqué là, dans le petit son qu'on vient d'entendre. Oui, c'est pas simple d'aller les chercher. Moi, je note deux choses. On a une grosse difficulté, mais de faire rentrer les gens dans les structures de médiation numérique. Il y a une crainte, en fait. C'est pas facile d'aller dans une structure de médiation et échanger avec le médiateur pour lui expliquer qu'on a un problème devant tout le monde. Donc, il y a vraiment cette volonté à activer d'autres leviers que simplement les problèmes que rencontre la personne. Ça peut être, Marie l'a très bien expliqué, mais ça peut être dans la valorisation de l'enfant à travers des aspects un peu plus ludiques, notamment le jeu vidéo, et ça permet de raccrocher la personne derrière et d'aller sur un sujet qui est peut-être moins facile au départ, mais qui permet, in fine, d'accompagner la personne, d'accompagner le parent à se questionner sur sa propre pratique et de le monter en compétence, comme j'ai tendance à le répéter. Mais voilà, il faut trouver des leviers, c'est pas simple. Nos médiateurs, on en échange régulièrement ensemble, on a des rencontres avec eux, on essaie justement d'aller voir quels leviers on peut activer, comment on peut aller chercher ces publics-là qui sont pas simples, sur peut-être des thématiques qui sont peut-être plus simples à aborder, ou en tout cas qui ont plus de répondants par rapport à ces publics, oui. Qui dédramatisent un peu et on dédramatise, le sujet. Tout à fait, oui. Alors, la Banque des Territoires a fait de l'inclusion numérique une de ses priorités en lançant le dispositif NIN, numérique inclusif, numérique éducatif, pour soutenir des projets qui visent à réduire donc l'exclusion numérique. Le département de la Drôme a soumis un projet qui a été sélectionné, un projet qui est ancré dans un collège et qui touche à la parentalité numérique. Vous nous en dites quelques mots ? Oui, on a été lauréat de la première vague. Voilà, ça nous tenait à cœur ce projet de vraiment l'intégrer au cœur du collège. On souhaitait un lieu, on l'a même nommé, tiers-lieu d'éducation, c'est vraiment un lieu qu'on souhaite ouvert vers l'extérieur. Voilà, on a souvent tendance à dire que les collèges sont un petit peu refermés sur eux. La crise sanitaire n'a pas aidé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, rentrer dans le collège, c'est très compliqué pour nos partenaires et tout ce qui gravite autour du collège. Donc, on a souhaité créer ce lieu, tourné vers l'extérieur, accessible de l'extérieur, pour justement faire se rencontrer des mondes qui, des fois, ont du mal à échanger ensemble. Les enseignants, les parents, la médiation numérique, voilà, c'est des mondes qui sont amenés à travailler ensemble, où on a vu qu'il y a des difficultés pour communiquer. Donc voilà, on s'est dit, un lieu, ça permet de fédérer tous ces acteurs, et ils pourront justement porter des projets, et notamment à destination des parents, parce que les parents, c'est un acteur majeur de la scolarité de leurs enfants. Banque des Territoires, la radio est allée à la rencontre de l'équipe d'enseignants qui porte ce projet. Un projet qui s'inscrit, vous allez le voir, dans le cadre d'une ambition plus globale de l'établissement. À notre micro, Julia Pietri, qui est enseignante en arts plastiques en charge du projet de tiers-lieu, et André Vera, professeur d'espagnol, référent du projet mini-entreprise et de l'atelier céramique et numérique au collège Marcel Pagnol à Valence. On est dans un quartier en milieu urbain.
qui recrute ses élèves dans plusieurs zones de Valence, mais aussi dans les villes avoisinantes ou des villages alentours. On a une mixité sociale très marquée au niveau du collège pour l'instant, puisque à partir de 2023 s'ouvre le collège de Mercurolles. Donc on aura moins d'élèves venant des villages, donc moins de mixité, plus de catégories sociales défavorisées. Et donc nous, l'objectif, c'est de trouver une solution pour redonner une certaine attractivité au collège. Et du coup, s'est installée cette idée du numérique et de pourquoi pas construire au sein de l'établissement quelque chose d'un peu ambitieux, un tiers-lieu autour du numérique. Et quel est l'historique numérique du collège Marcel Pagnol ? Alors le collège, il a été pilote déjà au départ, il y a 5 ou 6 ans, avec des tablettes numériques. Le département a distribué à chaque élève de 5e, 4e et 3e une tablette numérique. Pratiquement dans chaque discipline, on utilise la tablette, en langue, en arts plastiques, en maths, etc. Et les élèves repartent avec les tablettes à la maison. Et les familles, souvent, des parents ne savent pas se servir des ordinateurs. Donc la tablette permet de compenser l'absence de ce type de matériel à la maison. Au niveau du numérique, des professeurs de technologie surtout ont su prendre le train du numérique, notamment en s'ouvrant vers les nouvelles technologies de type 3D, les robots aussi un petit peu. Voilà. Le projet, c'est qu'à la rentrée 2023, on aura une 4e spécialisée dans le numérique qui, en 2024, se prolongera par une 3e. Ça correspond à un besoin d'apporter une coloration numérique à notre collège. Le projet de tiers-lieu, il a émergé comment ? Au départ, on nous a dit, voilà, le département répond à un appel à projet de la Banque des Territoires. Est-ce que vous êtes intéressé de vous lancer dans un projet dans le numérique ? Et dans quel sens vous voulez partir ? Et donc, c'est là où on a réagi et on s'est dit, pourquoi pas un Fab Lab au niveau du collège Marcel Pagnol ? On en est où aujourd'hui ? L'espace, c'est bon. Il est en cours de finalisation, de réaménagement, etc. À peu près 500 mètres carrés quand même, ce qui n'est pas rien. Au niveau de l'équipement, on est très bien suivi par le conseil départemental qui répond à nos demandes. On a aussi une volonté d'apporter aussi un côté éducatif, mais aussi ludique, parce que apprendre en s'amusant, ça fonctionne bien. Dès qu'on peut, on va l'ouvrir et faire bénéficier du coup les élèves dans le cadre d'un club au départ entre midi et 2. Entre 16h et 17h, on va essayer de l'ouvrir au maximum. On va susciter l'intérêt et l'envie de venir, de découvrir avec des fabrications d'objets très rapides et très ludiques. C'est ce que mon collègue vous disait. À terme, l'idée, c'est que ce soit tout le temps ouvert ou au maximum et qu'on puisse surtout l'ouvrir aussi après à l'extérieur. Donc avec des étudiants, avec des parents, avec les écoles primaires, avec pourquoi pas à terme peut-être des entreprises ou pourquoi pas le monde professionnel, les habitants du quartier, etc. Justement, vous avez évoqué les parents. Qu'est-ce que vous allez leur proposer dans ce lieu ? Déjà, là, on est en train de mettre en place certaines choses. Donc, notamment, par exemple, hier soir, on a eu une réunion parents-profs des enfants de 5e qui reçoivent pour la première fois les tablettes. Il y a eu une intervention du département auprès de toutes les classes et de tous les parents hier soir pour leur donner des clés d'aide à apprendre à gérer au mieux cet outil-là. En parallèle, il y a une antenne aussi qui va se monter par le département au sein du collège pour aider les familles à compléter les dossiers de bourse qui se font maintenant par Internet. De la même façon, le département va aussi proposer une aide, par exemple, aux familles des enfants de 6e sur l'aide à la connexion à Pronote, qui est notre logiciel pour suivre la scolarité de leur enfant. On sait qu'il y a certains parents qui ne se connectent jamais parce qu'ils ne savent pas se connecter correctement à l'outil. Donc c'est quand même révélateur, je veux dire, c'est pas si simple que ça. L'accompagnement au numérique des parents est indispensable pour le moment. Julia Pietri et André Vera, professeurs au collège Marcel Pagnol. Nicolas Guichard, on mesure avec ce projet les enjeux croisés du numérique à l'échelle de l'établissement. Tout à fait, oui. Comme ça a été dit, effectivement, il y a vraiment un enjeu de laisser personne sur le bord du chemin. On s'aperçoit qu'il y a une partie des parents qui n'accèdent pas au numérique et que ça pose d'énormes problèmes aujourd'hui et puis ça va sûrement s'accélérer. Donc il y a un enjeu très très fort d'aller les capter, ces publics-là, et de les accompagner, ne serait-ce pour mieux appréhender l'arrivée de la tablette, on l'a dit, pour les 5e, et puis d'être acteur de ce numérique et de ne pas le subir, c'est surtout ça l'objectif. Un projet à suivre, en tout cas, puisqu'il sort de l'œuf. Nicolas Guichard, chargé de mission développement numérique département de la Drôme. Comme vous,
vous êtes venu pour rencontrer d'autres professionnels de l'inclusion numérique sur NEC 2022. Eh bien, on va partager une autre expérience. Banque des territoires, la radio. On quitte le stand de la Banque des territoires pour retrouver les centres sociaux connectés du Nord-Pas-de-Calais avec notre reporter Sonia Gobry, qui est dans les allées du salon. Bonjour Sonia. Bonjour Héloïse, bonjour à tous. Je suis avec Angéline Dubois, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la coordinatrice de l'opération Centres sociaux connectés des Pays Picards. Il y en a 180 dans le Nord-Pas-de-Calais, 38 dans les Pays Picards. À quoi servent les centres sociaux connectés ? Alors l'opération Centres sociaux connectés, c'est de faire de chaque centre social un lieu de ressources numériques qui agit dans la proximité. Et donc c'est une opération qui est soutenue financièrement par l'Union européenne. Et donc il y a 2 volets d'action, c'est ça ? Oui, on a un volet qui concerne vraiment les habitants sur une montée en compétences globale, d'accès à l'équipement et d'accès à l'usage. Et on a un autre volet vraiment qui est montée en compétences de la structure en elle-même, travailler le numérique en transversalité. Alors, les centres sociaux connectés ont développé 4 axes de travail. L'un d'eux est dédié à la parentalité numérique. Pourquoi vous vous êtes saisi de cette question ? Alors, le soutien à la parentalité, déjà, c'est le cœur de métier des centres sociaux. Donc, il paraissait évident de se saisir des problématiques liées au numérique qui ont été exprimées par les parents. Et donc, on a mis en place, l'équipe projet, les animateurs numériques répondent aux problématiques exprimées par les parents. Donc, ça va de l'accès au droit aussi. On accompagne les parents dans l'accès au droit. Ça passe par de l'éducation aussi, avoir les billes pour bien utiliser tous les supports numériques, par de la prévention, que ce soit les réseaux sociaux, ça passe par la prévention sur le cyberharcèlement, sur l'usage des écrans dans la vie de famille. Et on a aussi tout un volet parentalité et scolarité. C'est comment on apprend aux parents à bien se servir de l'ENT pour pouvoir bien suivre la scolarité des enfants. Parce que vous avez constaté des difficultés dans ce domaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a des besoins qui sont exprimés par les parents où ils n'ont pas forcément connaissance de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, sur l'usage aussi des jeux vidéo. Et donc, les animateurs numériques dans les centres sociaux répondent à ces besoins-là en mettant en place des petits temps café-débat, des temps de prévention, toujours de manière ludique. On n'arrive pas de but en plan avec le sujet sur « allez, aujourd'hui, on va parler du cyberharcèlement ». Non, on part toujours de la vie quotidienne des habitants. On leur pose des petites questions aussi et on aborde le sujet. On amène aussi les enfants à parler de leurs pratiques numériques devant les parents. Et on fait aussi de la prise de conscience. C'est en ayant conscience de ce qui se passe sur Internet qu'après on peut changer nos pratiques. Voilà. Et on a aussi donc, des outils qui sont créés. Par exemple, on a des animateurs numériques qui ont créé des escape games. Par exemple, un escape game sur le cyberharcèlement et aussi un escape game sur toutes les fonctionnalités de l'ENT liées à la scolarité. Et j'imagine que les enjeux sont importants pour les parents. Oui, ils sont très importants. C'est d'avoir toutes les billes en main pour pouvoir bien utiliser les supports et que le numérique devienne un outil dans la vie quotidienne et qu'on puisse l'utiliser à bon escient en fait. Voilà, Et vous me disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas protéger son enfant si on ne maîtrise pas ces outils numériques. Complètement, il faut vraiment avoir conscience de ce qui se passe. Et c'est aussi par nos pratiques en tant que parents d'avoir conscience de quelles pratiques on a du numérique pour pouvoir orienter, ensuite bien éduquer les enfants à leurs pratiques numériques. Merci beaucoup Angéline Dubois. Donc cet après-midi à 17h, vous animerez un retour d'expérience. Vous répondrez à une question: comment le numérique bouleverse l'éducation populaire et inversement. Merci Sonia Gobry, rendez-vous pris et merci de nous faire vivre un peu ce salon justement dans les allées. On sent qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de débats, tout le monde échange beaucoup ici. Et puis on a vu, nous, puisqu'on parle parentalité dans cette émission, que les enjeux de la parentalité numérique et ceux de l'éducation numérique de nos enfants se croisent perpétuellement. Et c'est vrai que l'injonction de réduire le temps d'écran qui nous est faite à nous, parents, ne va pas forcément de pair avec une acculturation apaisée du numérique. Voilà pourquoi je me tourne vers vous, Perrine Le Gall. Vous êtes cofondatrice avec Amélia Mahatar de Coloris, qui a également été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet NIN, porté par la Banque des territoires. Une entreprise qui a été créée en janvier 2018 autour d'un objectif assez ambitieux: créer et diffuser une pédagogie pour former les 3 à 8 ans aux sciences informatiques sans écran. Et c'est là que c'est fort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le principe ?
Oui, avec plaisir. Effectivement, chez Coloris, on initie les enfants au numérique sans utiliser d'écran, par le conte et par le jeu. C'est-à-dire qu'on est allé chercher dans les sciences informatiques ce qui nous semblait le plus important à transmettre à l'enfant, et dans la pédagogie, ce qui contribuait le plus au développement de l'enfant entre 3 et 8 ans. Et nous avons créé des activités qui vont apprendre aux enfants à comprendre les algorithmes, à jouer avec des robots, à coder grâce au code binaire, tout ça en développant à la fois leur imagination, leur esprit de collaboration, leur esprit logique, et puis leur repérage dans l'espace, ce qui est capital pour un enfant entre 3 et 8 ans. Donc ça va être des activités qui vont être autonomes. L'enfant va apprendre grâce à l'animateur à faire l'activité et puis il va pouvoir aller jusqu'au bout seul, ce qui va vraiment capitaliser sur sa motivation et son envie d'aller jusqu'au bout, et puis son envie de découvrir plus. Donc effectivement, depuis 4 ans, on propose des ateliers dans les collectivités locales grâce à de l'animation que nous faisons nous-mêmes ou grâce à la formation des équipes éducatives au sein des collectivités, et ça nous tient énormément à cœur parce que c'est ce qui nous permet de nous adresser à tous les enfants. On va là où sont les enfants, à savoir dans les écoles, que ce soit des filles, des garçons, et quel que soit leur milieu social ou leur zone géographique d'habitation. Alors justement, si vous avez été sélectionné sur l'appel à projet NIN, c'est sur un projet bien spécifique sur le territoire nantais. Par exemple, qu'est-ce que vous y faites ? Alors, ça n'est pas le territoire nantais, c'est le territoire rennais. Rennais, pardon. En Bretagne. Mais c'est pas très loin. C'est assez proche, géographiquement. Alors effectivement, nous avons monté un projet avec la ville de Rennes pour pouvoir former les animateurs ainsi que les enseignants et des ATSEM sur tout le territoire, en ciblant particulièrement une vingtaine d'écoles REP et REP+, justement pour pouvoir adresser cette pédagogie à des enfants qui sont peut-être plus éloignés du numérique ou qui auraient une pratique, en tout cas, moins consciente du numérique à la maison. Et nous allons former sur 18 mois environ 150 personnes à la pédagogie pour qu'ils puissent ensuite la proposer en toute autonomie au fil de l'année et sur plusieurs années au sein de la ville. Et est-ce qu'il vous arrive d'aborder les parents ? Parce qu'on parle souvent de ce gap qui se crée entre les enfants qui vont être plus ou moins très à l'aise, très vite à l'aise avec des outils numériques, et les parents qui ne suivent pas. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, vous le soulignez, c'est vrai, il y a une injonction paradoxale qui fait qu'on demande aux parents de ne pas exposer les enfants aux écrans, mais il y en a partout à la maison et ils en sont utilisateurs dans leur quotidien. Donc c'est très compliqué pour eux de vivre cette situation, et c'est pour cette raison qu'on va apprendre aux enfants à comprendre leur environnement, et c'est finalement par le biais des enfants qu'on va réussir à s'adresser aux parents. Nous, dans les ateliers Coloris, on aime beaucoup que les enfants repartent avec des choses à la maison pour que les parents puissent voir et par ce biais comprendre comment ça fonctionne. On anime des ateliers aussi parents-enfants, donc où les parents vont rester avec les enfants pendant toute l'heure, et on assiste très régulièrement à ce qu'on appelle des épiphanies. Ce qu'on aime beaucoup, c'est que par le biais des enfants, en fait, et de la manière très simple dont on va expliquer à l'enfant ce qu'est un algorithme, on a régulièrement des parents qui vont faire « Ah, mais c'est ça !» Ah oui, ça y est, j'ai compris. Et en fait, le fait de passer par des activités très simples qui s'adressent aux enfants, ça décomplexe le parent dans son approche et dans sa compréhension. Et donc, ça démystifie le numérique. Et on démystifie le numérique auprès des parents par le biais des enfants. Et c'est les enfants qui vont se faire vecteurs à la maison, justement, de cette place du numérique à la maison. Ce que nous, et je me mets dedans, en tant que parents, on n'a pas eu la chance d'avoir quand on était enfant. Et c'est pas facile de dire à son enfant « je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne maîtrise pas ». C'est un aveu un peu difficile à faire. À ce jour, vous en êtes où de la diffusion de votre pédagogie sur le territoire français ? Vous avez un nombre d'enfants qui ont été formés, j'ai pas envie de dire formés, mais qui ont croisé le parcours de Coloris, ou un nombre de formateurs à nous donner ? Oui, alors depuis la création de Coloris, on a adressé, je dirais, à peu près 7000 enfants et on a formé environ 300 adultes à la pédagogie. Et puis là, à date, on anime à peu près une 50aine d'ateliers par semaine. Donc on continue sur notre voie. On a la chance d'avoir des partenaires historiques depuis le début qui, chaque année, proposent du Coloris dans leurs établissements, donc à de nouveaux enfants, parce que les enfants grandissent. Donc on est sur la bonne voie pour atteindre notre objectif, notre volonté, c'est de réussir à adresser 1 million d'enfants d'ici 3 ans. Oui.
On est sur la bonne voie. Nicolas Guichard, bon, les écoles, c'est pas votre compétence, mais il y a quand même un fil à tirer, je trouve. C'est vrai que vous attaquez le numérique au collège de fait, mais cette acculturation progressive à l'univers du numérique, vous voyez qu'elle peut se faire de manière assez... j'allais dire, non nocive très tôt, finalement, sans problème d'ailleurs de rapporter une tablette à la maison. Tout à fait. Et puis en plus, les élèves qui sont dans l'élémentaire sont les collégiens de demain. Ben oui. Donc il faut de toute façon, quoi qu'il en soit, durant leur vie, les accompagner au numérique. Donc voilà, il y a une vraie cohérence, même si effectivement le département n'a pas vocation à intervenir dans les écoles élémentaires, mais en tout cas, voilà, il y a une relation qui se crée avec les collectivités locales justement pour faire en sorte que ce cheminement se fasse naturellement. Voilà, c'est tout à fait. Si les enfants peuvent être pris au plus jeune âge dans leurs compétences numériques, et ça peut être qu'un plus au niveau du collège, qu'on continue cet apprentissage. Et comme on le disait, ce sont des vecteurs aussi très importants pour nous parce que ils vont dans les familles. C'est eux qui touchent ces publics-là que des fois on a un petit peu de mal à capter, nous, départements. Donc ça permet de les sensibiliser et des fois de les ramener dans nos structures de médiation. On l'a dit, à travers autre chose que simplement les démarches en ligne, des choses qui ne sont pas forcément très sexy, entre guillemets, sur des sujets un petit peu plus rigolos comme le jeu vidéo. C'est des moments où on accroche le parent et donc les enfants sont très importants pour ça. C'est des vecteurs pour nous formidables pour venir les chercher ces publics et les sensibiliser, notamment leurs parents. Mais c'est peut-être plus facile aussi d'accrocher le parent via l'enfant quand il ne fait pas encore sa crise d'adolescence. Sans doute. Sans doute. Nicolas Guichard, chargé de mission développement numérique du département de la Drôme, Perrine Legal, cofondatrice de Coloris. Merci à tous les deux d'être venus partager votre expérience sur le plateau de la Banque des Territoires. On vous souhaite un très bon NEC 2022. Également. Merci beaucoup. Bien. Cette émission est disponible en réécoute sur le site de la Banque des Territoires. Prochain rendez-vous avec Banque des Territoires, la radio. Aujourd'hui, entre 16h et 16h30, nous parlerons des maisons France Service, puis du tout nouveau dispositif des conseillers numériques France Service. À tout à l'heure.